que leur place et leur rôle dans la Révolution a été au mieux oublié, au pire caricaturé. Et ça s'organise dès la Révolution dans les écrits de journalistes de l'époque, comme Louis-Sébastien Mercier, grand témoin, dramaturge, journaliste, qui a été élu député à la Convention puis au Conseil des 500. Dans son ouvrage, Le tableau de Paris, il déplore, je le cite, que les femmes veulent être absolument où la nature ne veut pas qu'elles soient. Ça se voit aussi dans des images créées par des artistes de l'époque, comme celle de Le Sueur que vous avez là, avec dès ce moment la qualification de ces femmes de tricoteuses. Sur cette image ici, vous pouvez lire « Les tricoteuses jacobines de Robespierre, elles étaient en grand nombre à qui l'on donnait 20 sols par jour pour aller dans les tribunes des Jacobins pour applaudir l'émotion révolutionnaire. » Voilà, donc là on a Le Sueur qui nous brosse un tableau. Cette qualification de tricoteuse va être reprise dans les rapports de police qui traitent de ces femmes. Par exemple, le 4 octobre 1796, un rapport fait état que, je cite, « Il n'y a plus que quelques tricoteuses de Robespierre qui s'apitoient sur le sort malheureux de Babeuf et compagnie. » Et celui, rapport de police, qui fait suite à l'attentat contre Bonaparte de la rue Nicaise en 1801, établit que des rassemblements se tiennent contre le gouvernement et que, s'ils sont moins nombreux, là je cite encore, des femmes que l'on désigne comme d'anciennes tricoteuses des Jacobins sont présentes. Le peintre Lequeux, quant à lui, il ne s'embête pas, il représente une femme morte sur un de ses tableaux avec la légende, je cite, « Femme, vous avez à ce moment-là une bonne qualité qui est de vous taire. » Voilà. Alors, oui, non mais vous l'avez là. Bon. Alors, on a aussi la notice de la sous-série F15 des Archives nationales qui est significative de cet oubli dont sont victimes les femmes. Surtout celles dont on parle aujourd'hui, parce que dans ce fond des archives, on trouve une mine d'éléments sur elles, c'est là où j'ai trouvé beaucoup de choses, hein, mais cette notice n'indique pas cette possibilité. Elle dit qu'elle peut contribuer, je cite, à l'histoire des divers hôpitaux, hospices, établissements publics et privés de bienfaisance, mais aussi à l'histoire des soins, de la bienfaisance en général. La vie économique y est représentée, de même que l'évolution démographique et la mortalité traduisent par les enfants abandonnés et les orphelins, mais pas de femmes. On ne mentionne absolument pas l'existence des femmes pauvres. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Pourtant, on va voir que non seulement ces femmes pauvres à Paris existaient, mais que leur agentivité a donné son caractère singulier à une révolution française, elle-même singulière. Je vais donc tenter ici de redonner leur visibilité à ces femmes, en m'appuyant le plus possible sur leurs paroles et en les nommant aussi le plus possible. Alors tout d'abord, qui sont ces femmes concernées? On parle donc ici de Parisiennes pauvres. La population de Paris se situe aux alentours de 650 000 personnes à l'époque, qui sont réparties dans 48 sections, qui n'ont pas toutes la même population. 70% de cette population n'est pas née à Paris. Et il y a des sections qui, comme celle par exemple de la place Royale, peut avoir 78% de la population qui n'est pas née à Paris. De nombreuses femmes vivent à Paris, elles sont venues chercher du travail et elles se retrouvent dans une très grande précarité et certaines se font d'ailleurs arrêter pour cause de mendicité. Par exemple, en 1790, section du Bon Conseil, des procès-verbaux attestent de l'arrestation de certaines femmes qui ont été conduites à la force parce que considérées sans domicile et sans un vœu, à l'instar d'une citoyenne Riancourt, âgée de 20 ans, enceinte, qualifiée de couturière sans homme, qui est arrêtée le 15 septembre 90, ou encore Marie-Louise Boisseau, qui est ravaudeuse à la Halle,
et qui, elle, est déclarée comme couchée dans la rue à la Pointe Saint-Eustache. La pauvreté des femmes dont nous parlons ici se manifeste dans les ressources dont elles disposent, leurs conditions de logement et leur situation familiale. 15 sections sur 48 concentrent 56% des miséreux de la ville. Dans la section des sans-culottes, au sud-est, elle représente 55% des adultes et le taux d'indigence y est de 70% en 1796. Cette pauvreté se manifeste par les difficultés qu'elles ont à se nourrir et à nourrir leurs enfants, notamment dans les premiers mois et les premières années de leur vie à ces enfants, avec souvent l'impossibilité qu'elles rencontrent de pouvoir les allaiter, à la fois parce qu'elles n'ont pas la nourriture suffisante pour elles-mêmes, leur permettant d'avoir cet allaitement, mais aussi parce que ce sont des travailleuses pour qui nourrir leur enfant sur le lieu de travail est impossible. Elles doivent donc recourir à des nourrices. Mais ça coûte cher. Un historien, Kaploff, a relevé qu'il fallait payer 7 livres par mois jusqu'à l'enfant ait 1 an, ou 5 livres jusqu'à 2 ans. Alors, ça va conduire certaines femmes à devoir abandonner leur nouveau-né dans des institutions où ils pourront être nourris. Le 25 mars 1797, par exemple, Catherine Hocher, qui est ouvrière brossière, vient dire au commissariat de la section des Amis de la Patrie, je la cite, « Étant dans l'impossibilité de pourvoir à la subsistance, entretien et éducation de Catherine Émilie, sa fille, qu'elle a eue avec le citoyen Simon Lemaître, déclare vouloir placer cet enfant à l'Hospice national des enfants de la patrie jusqu'à ce que les circonstances plus heureuses lui permettent de le récupérer. » Le logement est aussi une source de leurs difficultés sociales. Au XVIIIe siècle, à Paris, existent répertoriés 165 logeurs qui font payer très cher les logements qu'ils louent. Par exemple, on peut demander division du Panthéon, 72 livres par an pour une petite chambre, et la citoyenne Bailleul va y vivre avec 3 enfants et dans une seule pièce. Dans les faubourgs Saint-Martin, Saint-Denis, nombreux sont les logements temporaires, on appelle ça des garnis, qui sont donc constitués, je le disais, d'une pièce unique, où elles ont en plus la charge, elles et ils, de devoir se chauffer. Et pour se chauffer, l'équivalent d'une stère de bois à brûler, parce qu'on brûlait du bois, ou du charbon, ça dépendait, eh bien c'était l'équivalent de 15 jours de travail pour une stère. Alors tout s'organise dans cette pièce unique, dormir, manger, ou toute autre activité domestique ou intime, et ça permet, est-ce que c'est ça qui permet, c'est une autre histoire, mais en tout cas ça donne lieu aussi à ce que ces femmes subissent des violences que certaines vont venir dénoncer au commissariat, violences de la part de leurs compagnons ou de leur mari. Alors, d'autres femmes vivent seules, par exemple, section de Bonne Nouvelle, le recensement de l'an 5, à cheval entre 96 et 97, établit une forte présence de célibataires qui sont des femmes. On compte 1412 femmes célibataires pour 791 hommes célibataires. Et il faut relier ça à la forte présence de la main-d'œuvre féminine qui est liée à la mode, on les appelle les grisettes, et notamment des jeunes filles qui viennent à Paris dès 18 ans et dont les parents sont pauvres et donc elles se débrouillent toutes seules. Cette situation conduit souvent des femmes qui ne peuvent pas payer cette somme à demander des places pour elles aussi dans les hospices avec leurs enfants. Elles sont accueillies dans des établissements comme l'hospice des 15-20
liées notamment à des personnes aveugles, ou encore à la salpêtrière, qui est réservée aux femmes. Et donc, ces femmes, soit elles sont accueillies dans ces hospices, soit elles ont aussi la possibilité de demander des secours pour les aider à payer leur loyer. Il faut savoir que ces femmes sont des travailleuses. L'inscription de ces femmes sur les états des sections parisiennes qui vont délivrer les secours que la nation leur délivre témoigne de cette insuffisance de revenus du travail. Vous avez ici le schéma pour une des sections, c'est la section de l'Observatoire, où vous voyez que les femmes qui demandent ces secours, eh bien, sont fileuses, éplucheuses, ravaudeuses, ouvrières blanchisseuses et porteuses d'eau. La place des femmes dans le travail ne date donc pas du développement de la grande industrie au XIXe siècle. Elle n'entrait certes pas dans le cadre de la définition du salariat comme le marxisme a pu l'établir, mais nombre d'entre elles n'en étaient pas moins ouvrières. 30 à 40% des femmes actives travaillaient dans le secteur lié à l'habillement et au textile, soit dans le cadre artisanal, soit dans des manufactures. On peut citer l'exemple des sieurs Aubertin frères, fabricants de plumes et de fleurs rue Saint-Denis, dont la moitié des ouvriers étaient des ouvrières. Elles sont aussi présentes dans le monde de l'artisanat, où elles pouvaient travailler dans des ateliers de 10 à 20 personnes. Beaucoup travaillent aussi à domicile, comme les 86 brodeuses de Mademoiselle Des, section de la Croix-Rouge, ou les 66 ouvrières qui travaillent chez elles pour un boutonnier Taupin, section des Gravilliers. Alors, si certaines peuvent se trouver dans des emplois durables, le plus grand nombre d'entre elles sont embauchées à la semaine, voire à la journée, ou effectuent des travaux où elles sont rémunérées à la tâche. Dans un ouvrage sur la prostitution, Claude Plumosil parle de journalières indigentes, pour parler de ces Parisiennes du Paris très populaire, en affirmant notamment qu'elles vivent dans une insécurité économique permanente, pouvant donc conduire un certain nombre d'entre elles à devoir se soumettre à la prostitution. Il faut savoir aussi qu'elles doivent faire face à une faible rémunération de leur travail liée à leur genre discriminatoire. Elles sont présentes dans les secteurs les moins qualifiés, avec des salaires inférieurs à ceux des hommes. Dans les manufactures du Faubourg Saint-Marcel ou Saint-Antoine, les hommes touchent le double des femmes. Faubourg Saint-Marcel, par exemple, chez Bacot, fabricant de couvertures, les ouvrières touchent 14 sols, alors que les hommes en touchent 30. Ce traitement inégalitaire des femmes et des hommes dans la rémunération de leur travail trouve souvent des justifications dans les textes officiels. Un rapport établi en 1790 par un dénommé Touret, rapporteur du comité de constitution, établit que les femmes doivent être classées dans la même catégorie que les enfants et justifie de payer ces dernières moins que les hommes car, je le cite, « il faut moins de produits de travail pour nourrir les enfants et les femmes que pour des hommes adultes. D'ailleurs, un homme peut gagner au-delà de ce qu'il lui faut pour s'entretenir. » Celles qui bénéficient d'avoir été embauchées dans des structures mises en place par la République, comme l'Imprimerie nationale, créée entre 1793 et 1795, sont aussi soumises aux inégalités dues à leur genre, en termes de place dans la production, et donc des salaires qui en découlent. À l'Imprimerie nationale, les polisseuses et plieuses perçoivent 6 sols par jour, alors que les relieurs touchent 12 sols et les compositeurs, imprimeurs et fondeurs 15 sols. Il faut aussi mentionner l'existence d'une forme de travail forcé, comme celui organisé à la Salpêtrière, dont je parlais tout à l'heure, pour les femmes qui sont accueillies dans ce lieu du fait de leur indigence. Elles travaillent toutes quand elles sont valides. Elles font du tricot, de la filature, elles travaillent le linge, des broderies. Elles sont logées, nourries,
mais seulement un tiers du produit de ce travail leur est alloué. Et celles qui sont à la salpêtrière considérées comme prisonnières effectuent ce même travail et n'ont droit à aucune rétribution. Alors, si l'exercice d'un travail ne préservait pas de la pauvreté, en revanche, sans travail, les femmes ne pouvaient avoir d'espoir de survie que la mendicité. Le maire de Paris, Bailly, en fait état dans sa proposition de créer des ateliers de filature pour les femmes en 1790, dans un courrier qu'il adresse à l'Assemblée nationale le 20 janvier 1790, où il précise « Comme les hommes ont des ateliers de charité, j'ai dessein d'appliquer ces bienfaits principalement aux femmes qui n'ont pas encore été secourues. Je les ferai employer aux filatures. » Il y a donc décision de créer 2 ateliers de filature en 1790 à Paris. J'y reviendrai. Alors, ces femmes pauvres, comment crèvent-elles l'écran? D'abord, dans leurs écrits. Certes, toutes les femmes ne savaient pas lire et écrire. Des études de Daniel Roche, qui a travaillé sur le peuple de Paris, montrent pourtant que 68% des habitants du faubourg Saint-Marcel savaient le faire, et que rue Saint-Denis, 85% des hommes et 73% des femmes signent leur contrat de mariage. Il n'est donc pas interdit de penser que les femmes puissent être à l'origine des écrits dont je vais vous parler. Par exemple, bien qu'interdites de participation, les pauvres, et donc les femmes pauvres, se sont invitées dans les assemblées qui ont rédigé les cahiers de doléances, les 60 000 cahiers de doléances, écrits dans les paroisses pour préparer les états généraux convoqués par Louis XVI pour le 5 mai 89. Ici, je vous montre donc la lettre des femmes de Besançon, bon certes, ce n'est pas des Parisiennes, qui dit « Est-il possible que la moitié des individus qui composent votre royaume soient oubliés ?» Elles en ont déjà conscience. Autre écrit, une pétition des femmes du tiers-état en date du 1er janvier 89 dit « Les femmes du tiers-état naissent presque toutes sans fortune. Elles demandent que les hommes ne puissent sans aucun prétexte exercer les métiers qui sont l'apanage des femmes, soit couturières, brodeuses, marchandes de mode, etc. Que l'on nous laisse au moins l'aiguille et le fuseau. Nous nous engageons à ne manier ni le compas ni l'éclair. » Autre exemple, une brochure d'une quinzaine de pages circule en 1790, présentée sous la forme d'un discours d'une dénommée Javotte. Tout le monde l'a cherché, on ne sait pas qui c'est, hein, mais le texte existe, qui dit « L'inégalité des avantages perpétue à leurs dépens l'aristocratie masculine en appuyant sa démonstration sur la réalité vécue par les femmes ouvrières qui sont payées 7 sols pour des journées de 18 heures et n'ayant pour tout logement qu'un toit entrouvert sur de la paille humide. » Voilà pour les écrits, ce n'est pas les seuls, mais je vous fais grâce de vous les donner toutes. On remarque aussi qu'elles crèvent l'écran dans leurs gestes et dans leurs actions. Leur entrée sur la scène de la Révolution en 89 à Paris démarre dès avant le 14 juillet, lorsqu'elles se portent aux barrières de l'octroi de Paris, aux mains des fermiers généraux, pour contester les taxes que ces fermiers généraux réclament lorsque des produits de première nécessité doivent accéder à Paris, et notamment pour la nourriture. Le 10 juillet, les édifices qui jalonnent le mur sont attaqués. Et ça vaudra d'ailleurs un procès à 11 femmes qui se déroulera en 90, dont les sœurs Baratin, Marie-Aimée et Marie-Henriette. Le 16 septembre, des femmes vont aussi capturer à Chaillot des charrettes de grains pour les acheminer sur la place de Grève à Paris et pour les distribuer. Le 5 octobre, 5 et 6 octobre, elles marchent sur Versailles et permettent par cette intervention de faire que l'abolition des privilèges, nuit du 4 août, et la déclaration des droits de l'homme adoptée soient ratifiées par le roi. Jusqu'en octobre, elles ne l'étaient pas. On peut voir donc ici
une estampe qui représente ces femmes qui marchent sur Versailles, et sur la droite, une autre estampe qui dit, et qui est légendée à l'époque par « Les femmes parisiennes siègent à l'Assemblée nationale parmi les députés ». Vous voyez, elles y sont allées, hein. Elles n'ont pas demandé si elles pouvaient, elles l'ont fait. Ce qui a fait écrire d'ailleurs à Jules Michelet, historien, les hommes ont pris la Bastille royale et les femmes ont pris la royauté elle-même. Elles engagent aussi, durant toute cette période, une action politique originale. Moi, j'appelle ça une action politique, cette action sur les subsistances. Car aborder la question des subsistances revient de fait à aborder la question des prix, de la cherté de la vie, et donc des moyens suffisants ou non pour se nourrir, et ceux qui sont mis en œuvre pour agir et pour modifier cette situation. Elles sont au port des commerçants, c'est elles qui y sont, épiciers, chandeliers, boulangers, et manifestent à cette occasion, quand elles sont là en attendant, elles manifestent contre la cherté des prix des denrées de première nécessité. Un rapport de police en date du 17 juillet 1793 dans la section de la butte du Moulin dit « Depuis quelques jours, des rassemblements existent aux portes des boulangers, avec beaucoup de citoyennes, dès 5 heures du matin. La plupart du temps, ce sont des actions collectives, relativement spontanées, mais contrairement à ce qui a pu se dire, elles ne procèdent pas à des vols ou à des pillages. Elles organisent des ventes en prenant effectivement les produits, mais elles organisent des ventes à la place du commerçant qui, selon elles, les vend trop cher, et donc elles vendent au prix qu'elles estiment devoir le vendre pour que tout le monde puisse l'acheter. Au port Saint-Nicolas, le 27 juin, elles ouvrent les caisses de savon qui sont dans les bateaux, car, disent-elles, ce savon était destiné pour les accapareurs, et elles offrent de payer le savon 15 sols. Le 26 juillet 93, Faubourg Saint-Honoré, elles font de même avec le charbon pour empêcher une spéculation en obligeant le transporteur à vendre la totalité de son chargement sur le champ. Sur ce tableau de Bizarre, qui est fait en 1792, on voit des femmes agir de la sorte à propos d'une cargaison de sucre, avec donc un policier qui veut les en empêcher, mais on voit aussi qu'elles ne sont pas prêtes à abdiquer, elles montrent leur poing et disent qu'elles vont aller prendre le sucre comme elles l'ont décidé. Durant le mois de septembre 93 à Paris, les mobilisations populaires se développent, comme le 4 et 5 septembre, où les sans-culottes, elles sont sans-culottes, avec leur section, marchent sur la Convention au cri de « guerre aux tyrans, guerre aux aristocrates, guerre aux accapareurs ». Les femmes qui avaient participé à ces manifestations n'arrêtent d'ailleurs pas à cette date de s'exprimer collectivement. Un observateur de police en fait état en disant « Tout le quartier de la Courtille, dès cette nuit à 11 h, était plein de femmes de Belleville qui attendaient du pain à la porte des boulangers. » Celui du 9 septembre fait état de l'action d'une vingtaine de femmes qui ont arrêté une charrette devant le café Godet, en déclenchant une émeute contre la démarche d'accaparement de charbon effectuée par ce type de restaurateur. Car le prix du charbon obligeait certaines femmes à acheter des braises au boulanger pour pouvoir se chauffer. Le 13 septembre, Faubourg Saint-Honoré, elles sont décrites dans ces mêmes rapports comme criardes et opiniâtres, et elles se rassemblent aux portes des boulangers. Bon, parfois, et là, à cette occasion-là, on les disperse en les aspergeant d'eau. Le 21 septembre, c'est dans le quartier Saint-Eustache qu'elles se plaignent de la cherté des denrées et qu'elles déclarent qu'il faut s'approvisionner de force au prix de 89 et qu'elles feront un tarif, puisque la Convention n'avait aucun égard à leur misère. En septembre 95, rue de la Grande Truanderie, là, elles s'en prennent, ces femmes pauvres, aux femmes de la halle, qui veulent, elles, vendre les pommes de terre à un prix trop cher. Donc, ces femmes pauvres demandent aux 12 femmes de la halle, enfin, elles ne demandent pas,
elles vont faire ces femmes, elles prennent les sacs de pommes de terre à ces 12 femmes et elles décident de le vendre à un prix. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles demandent à la police de le vendre au prix qu'elle le souhaite et la police le fait et fixe le prix au prix qu'elles avaient décidé, 20 francs le sac. Elles interviennent aussi dans des lieux et espaces où se développe le processus révolutionnaire à Paris. En 92, elles participent aux mouvements qui vont donner naissance à la République. Le 20 juin, elles font pression sur le roi. Le 10 août, elles prennent d'assaut les Tuileries avec leurs compagnons et font définitivement céder le roi et obtiennent sa déchéance. Lors des journées des 31 mai et 2 juin 93, elles participent à l'éviction de la droite girondine de la Convention et obtiennent son remplacement par la gauche montagnarde. Elles participent aussi au débat des assemblées générales de section. Elles sont présentes dans les sociétés populaires qui se mettent en place et dans donc, les sections. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Il y a même un juge de paix de la section du Panthéon, un dénommé Mathias Hu, qui dit que lui-même a été expulsé de sa section à cause du rôle perturbateur des femmes à ces séances. Vous avez ici donc une carte qui a été établie par l'historienne Dominique Godineau qui retrace la participation des femmes aux sections dans Paris. D'autres femmes ne manquent pas de s'imposer dans le débat populaire qui est enclenché par la ratification de la Constitution qu'on a appelée de l'an 2, Constitution qui a été adoptée le 24 juin 1993. Elles ont participé, elles ont débattu, elles ont décidé de voter. Elles n'hésitent pas non plus à venir à l'intérieur de l'Assemblée nationale, on l'a vu déjà en octobre, mais on peut les voir ensuite après, comme par exemple le 26 août 1793, où elles viennent avec Claire Lacombe, qui préside alors la Société des citoyennes républicaines, et elles disent « Nous venons vous demander l'exécution des lois constitutionnelles. Montrez-nous que cette constitution que nous avons cru accepter existe et doit en effet faire notre bonheur, car il ne suffit pas de dire au peuple que son bonheur s'approche, il faut encore qu'il puisse en sentir les effets, et une expérience de 4 ans de malheur lui a appris à se méfier des belles promesses que l'on a cessé de lui faire. » Elles sont aussi conscientes des risques encourus par la chute de Robespierre et de ses amis en Thermidor en 2. Le 9 Thermidor, Marie Gaillot, femme du bois, ouvrière en espadrille, intervient à l'Assemblée générale de la section Brutus pour lui demander de rallier la commune, c'est-à-dire de suivre ceux qui s'opposent aux conventionnels, qui veulent faire la peau à Robespierre et ses amis. La femme le simple avertit 2 citoyens le 9 Thermidor à 2h de l'après-midi en disant qu'on voulait ordonner l'arrestation de Robespierre et Couthon, et elles veulent engager ces participants de la section à aller dire au peuple qu'ils étaient de bons patriotes. Section des Tuileries, le même 9 Thermidor, la citoyenne Marianne Reman, femme clérique, dénonce un homme qui aurait dit aux Jacobins « Les femmes qui assistent aux tribunes des Jacobins sont un tas de bougresses qui faisaient la contre-révolution sans le vouloir, et elles étaient esclaves d'un homme, en parlant de Robespierre, comme elles l'avaient été de Lafayette et d'Orléans. » Elle continue après. Par exemple, les nouveaux venus, après la chute de Robespierre et ses amis, vont s'installer dans les sections. Mais les femmes pauvres ne vont pas se laisser pour autant faire réduire au silence. L'hiver 94-95 est très rude. La vie y est de plus en plus chère. La famine est là. Et donc, elles investissent la convention thermidorienne dès le 1er avril 95 pendant un discours de Boissy d'Anglas et l'interrompent en demandant du pain et la constitution de 93. Ce jour-là, elles envahissent le premier prairial, elles envahissent à nouveau la Convention et n'en sortiront qu'une fois que la garde nationale sera appelée pour les en déloger.
Ce tableau, qui a été réalisé en 1830 par Félix Auvray pour un concours sur la demande de Guizot, donc, Pierre Cernat a écrit qu'il présentait évidemment ces femmes comme une émeute de femmes entre amazones et tricoteuses, militantes et poissardes. Pour autant, elles ont de nouveau investi cette assemblée. Ces mouvements ont apporté leur lot de mesures répressives, mais les femmes du peuple ne cessent pas non plus d'intervenir. Les rapports de police font tous état, je cite, d'un mécontentement du peuple relativement aux subsistances. Le 24 novembre 1795, les femmes continuent de se mobiliser, selon le rapport, pour la paix, le pain et plus d'assignats. Et le 25 novembre, le même rapport indique que dans le quartier de la Cité, les femmes étaient plus irritées qu'ailleurs contre les boulangers qui étaient accusés de vouloir distribuer du pain. Elles ne sont pas non plus en reste pour contester les fêtes organisées par le nouveau pouvoir pour célébrer la chute de Robespierre. Un rapport de police du 30 juillet 1796 fait état des propos d'une femme dont il indique qu'elle est mal vêtue, c'est-à-dire donc qu'elle fait partie de ces femmes pauvres, qui dit « La fête ? Ah, on voit bien qu'ils veulent de l'ancien régime, car cela ne respirait que l'aristocratie. » Enfin, non, le enfin est de trop. Certaines participent aussi à ce qu'on a appelé la conjuration des échos, organisée par Babeuf durant l'hiver 1795-96. Dans la biographie qu'il livre sur Babeuf, Jean-Marc Chiappa cite un courrier de Babeuf à un de ses agents d'arrondissement où il affirme « L'avis que tu nous donnes sur le parti qu'on peut tirer des femmes est sensé et judicieux. Nous en profiterons. Nous connaissons toute l'influence que peut avoir ce sexe intéressant qui ne se porte pas plus indifféremment que nous le joug de la tyrannie et qui n'est pas doué d'un moindre courage lorsqu'il s'agit de concourir à le briser. » Elles participent aussi, un certain nombre d'entre elles, à la diffusion du journal Le Tribun du Peuple, comme le font les citoyennes Anne Frémont ou Roquemort, qui demeure rue du Petit Carré. Les rapports de police font état de cette participation, avec, encore une fois, des propos injurieux, comme ils le font au sujet de l'action de la femme et la fille Pinson, qui sont décrites comme des, je cite, espèces de mégères clabaudant sans cesse contre tout ce qui n'est pas dans leur sens et manifestement autrement leur haine pour le gouvernement actuel et leur regret de la perte de leur coryphée Robespierre. Elle dénonce comme faisant partie de la conspiration des citoyennes comme les femmes Niard, cuisinières, Chetteville, blanchisseuses. Mais, évidemment, Babeuf, Buonarroti sont arrêtés et un certain nombre d'entre elles aussi, comme Sophie Lapierre, Marie-Adélaïde Lambert, Jeanne Breton ou Nicole Martin. Et, alors que le procès des égaux démarre tardivement en février 1797, l'inquiétude ne faiblit pas dans les rangs de ces militantes. On les trouve encore en train de vendre des journaux rue Saint-Honoré, en février 1797, et l'une d'elles dénonce une grande, je la cite, une grande conspiration royaliste dans laquelle sont impliqués plusieurs députés. Alors, où on en est, je voudrais vous citer l'exemple d'une partie de ces femmes pauvres qui sont les ouvrières des ateliers de filature dont je parlais tout à l'heure, les 2 ateliers de filature créés sur l'initiative du maire de Paris pour les femmes pauvres. Ils sont ouverts à la suite d'un décret de mai 1790 pour fournir du travail aux indigents. Ils vont employer, selon la période, des centaines d'ouvrières. Il y a un atelier sur la rive gauche de la Seine, on l'appellera Jacobin ou Midi, selon la période, et un autre au nord de la Seine, les Récollets. Les 2 seront installés dans un couvent et donc dans le Midi, on va compter environ 1000 ouvrières à l'intérieur et au Récollet 700. Je dis l'intérieur parce que 1/3 de ces ouvrières emmenaient le travail chez elles.
Il y avait 2 tiers qui le faisaient dans l'atelier, à peu près, hein, selon les périodes, et 1 tiers chez elles. Pour y travailler, elles avaient dû bénéficier de certificats qui avaient été délivrés par les sections, qui attestaient de leur pauvreté, comme ce bon que vous voyez ici. Les sections, alors là vous avez la carte des sections que j'ai pu répertorier comme délivrant les certificats, en voyant que plus c'est foncé, plus il y a de certificats qui sont délivrés par les sections. Et on voit que par exemple violet et rouge sont les sections qui délivrent le plus de certificats, qui sont celles qui entourent l'atelier des Jacobins qui se trouve dans cette partie de Paris. Ces certificats souvent précisent la situation de la femme concernée. Les demandes effectuées par les femmes font de leur maternité non pas un obstacle à leur possibilité de travailler, mais un argument pour obtenir ce travail. Par exemple, le 19 janvier, section de l'Observatoire, la citoyenne Anne Jacob déclare « Avec sa fille âgée de 6 ans dans un état de la misère la plus grande, privée de tout secours, elle demande d'entrer avec sa fille aux Jacobins pour la filature. » Jacobin, donc l'atelier. Le 29 janvier, section de Bondy, c'est la citoyenne Berthineau qui dit être dans la plus grande misère, sans ouvrage depuis l'hiver, et chargée de 2 enfants auxquels elle ne peut donner de pain. Le fait d'être devenue ouvrière grâce à la Révolution ne va pas pour autant les faire se taire, et au contraire d'un comportement d'abnégation à l'intérieur de l'atelier, et en pleine conscience du moment politique dans lequel elles vont participer à ce processus révolutionnaire en faisant part de leurs exigences. Elles cherchent à établir un rapport de force qui leur soit favorable. Dès avril 91, celle des Récollets, donc l'atelier du Nord, manifeste les vendredis 27, 28 et lundi 30 donc de mai 91 contre les agissements de leur sous-chef d'atelier dont elles vont se plaindre. Et malgré la loi Le Chapelier qui a été adoptée les 14 et 17 juin 91, elles vont continuer à se mobiliser et à manifester. Et le 3 novembre 1791, elles cessent le travail, elles se rendent à l'autre atelier des Jacobins pour, disent les rapports, jeter le trouble et surtout pour protester contre le fait qu'on leur retire 2 livres de pain de leur rétribution et demandent à être payées plus pour le fil et le coton qu'elles produisent. Pareil, il y a une loi qui est adoptée sur le droit de pétition en mai 91 et qui leur interdirait de faire des pétitions. Elles n'en tiennent pas compte et elles continuent à faire des pétitions. Ici, vous avez une des pétitions des ouvrières de l'atelier du Midi qui a été écrite au printemps 94 où elles expriment, où elles disent « L'oppression est au dernier degré et nos réclamations faites à l'administration en différentes fois sont devenues illusoires. Les mères de famille chargées de 4 et 6 enfants ne peuvent plus vivre par la modicité du prix de leur coton. C'est à vous, républicains, que nous venons déposer nos peines et vous demander justice de tous les abus qui règnent dans les ateliers de filature des ci-devant Jacobins. » Dans cette pétition, elles insistent sur leur appartenance au courant politique de la sans-culotterie et estiment que c'est de nature à légitimer leurs exigences aux yeux des autorités de la République. Elles critiquent l'attitude de leur chef et tiennent à témoigner de leur intérêt pour le processus révolutionnaire en qualifiant les députés à qui elles s'adressent de « justes républicains ». Les réponses de la direction des établissements publics ne les satisfont pas, elles n'en restent pas là, elles se rendent aux délégations auprès des sociétés populaires, celles des sections de l'Ami du Peuple et Chalier fin avril 1994 répondent positivement à leurs demandes et établissent un rapport dans lequel ils soutiennent les revendications des ouvrières en invitant la société populaire à agir pour qu'un nombre de réponses positives soit apporté. Il propose par exemple d'accorder 3 livres de pain de plus
par décade. Ils interviennent aussi sur les moyens d'organisation du travail et notamment pour que ce soit l'administration qui avance les cadres, sans quoi leur indigence les mettrait dans l'impossibilité de travailler. Parce qu'elles devaient elles-mêmes amener leur outil de travail. C'est-à-dire, vous savez, les cadres, c'est un peigne qui permet d'aérer, si vous voulez, le coton pour ensuite en faire du fil. Ils abondent aussi, ces commissaires des sections, leur récrimination contre le directeur en déclarant que ce dernier aurait besoin d'être surveillé quant au patriotisme et aux attentions fraternelles qu'il doit porter sur tous les citoyens et citoyennes employés dans cet établissement, car dans une société de frères et de républicains, un chef ne doit être distingué que par les pouvoirs qui lui sont délégués. Au Récollet, elle demande aussi et elle revendique sur les salaires. En août, le 17 août 1994, les éplucheuses de coton s'adressent au comité des secours de la Convention. Non, alors, où elles sont? Ah, voilà, ça c'est les éplucheuses. Elles déplorent qu'elles n'ont que 8 sols par jour en travaillant depuis 6 heures du matin jusqu'à la fin du jour, que pour peu qu'elles manquent aux heures indiquées, on leur rabat le quart ou moitié de leur journée, sans égard à leurs besoins, à leurs âges comme à leur infirmité, et elles tiennent à préciser qu'avec 8 sols par jour, au prix où sont les comestibles, elles ne peuvent manger qu'un pain, souvent arrosé de leurs larmes, et qu'elles ne peuvent payer leurs termes, blanchissage et subvenir à leur entretien. Elles obtiennent satisfaction avec un arrêté de l'Agence des arts et manufactures qui décide de leur accorder les 10 sols par jour qu'elles réclamaient au lieu de 8. Souvent, les ouvrières concernées ne savent pas écrire. Il est précisé dans ce cas-là qu'elles ne savent pas signer, mais elles confient leurs revendications à d'autres qui signent pour toutes celles qui ne savent pas signer. Elles sont exigeantes sur le comportement de leur hiérarchie, en refusant, donc je le disais, toute forme de domination. La pétition que les fileuses de l'atelier du Faubourg du Nord adressent aux administrateurs au sujet de sous-chefs Plaisant et Blondeau l'attestent. Elles disent « Nous ne pouvons plus le dissimuler, citoyens. S'il était possible que vous fussiez instruits des vexations et des injustices qu'elle nous a fait éprouver, en parlant donc de cette sous-chef, Blondeau, vous jugeriez bien qu'elle n'est pas digne d'être en place. » Et alors, les directeurs ne sont pas épargnés par leurs revendications, comme le montre ce que vous avez sous les yeux, qui est un épais dossier conservé aux Archives nationales contre le directeur Coquet, qui d'ailleurs sera démissionné. Elles se préoccupent aussi de la matière qu'elles ont à travailler, qu'il s'agisse du chanvre ou du coton. Un coton qui a de plus en plus de mal à arriver, comme les directeurs ici dans cette lettre s'en plaignent, parce que il y a à Saint-Domingue la révolte des esclaves dès 1791, et donc ce coton, oui, il a plus de mal à arriver. Les pétitions ne sont pas les seuls moyens qu'elles utilisent. Elles utilisent d'autres formes. Comme je le disais, elles se déplacent dans les instances délibératives des sections. D'ailleurs, le directeur se plaint à maintes reprises de leur volonté de soulèvement. Par exemple, le 6 juillet 1794, il adresse une lettre aux administrateurs des établissements publics en déplorant, je le cite, « Les femmes se sont portées en parole avec excès. Elles voulaient fermer l'atelier et en chasser les chefs. » Quant au 11 novembre 1794, il dénonce le fait que les femmes cabalent déjà entre elles et disent ouvertement que les ateliers leur appartiennent. Il est intéressant de noter aussi qu'elles sont ancrées dans la réalité du Paris révolutionnaire et s'inscrivent dans ce processus républicain. Le poids de la guerre à l'intérieur et aux frontières pèse aussi sur leur épaule, tant par la présence d'un membre de leur famille aux armées, mais que par ce qu'elles décident de faire, des offrandes qu'elles effectuent volontairement, comme ce reçu des ouvrières des Récollets en atteste, pour aider
à armer, vêtir, enfin, pour venir en besoin aux armées de la République. Et non seulement on les entend à aucun moment réclamer le retour à la royauté, mais leur référence à la République, au républicanisme, une fois évidemment que la République est proclamée le 21 septembre 1792, laisse entendre qu'elle considère qu'il s'agit désormais d'un fait établi qu'il n'est pas envisageable à leurs yeux de détruire. Le rapport d'ailleurs des commissaires dont je faisais état tout à l'heure dit qu'ils avaient été accueillis dans l'atelier des Jacobins par des cris de « Vive la République, vive la nation !» en disant « Ces cris sont partis de tous les coins de l'atelier par un mouvement spontané. » Et c'est aussi au nom de leur attachement à la République que 94 ouvrières prennent la défense d'une autre sous-chef menacée de licenciement. Vous avez ici leur signature, j'ai compté, il y en a bien 94. Donc le va-et-vient entre elles et les autres acteurs du Paris révolutionnaire vit au rythme de leurs exigences. Dans une lettre adressée aux administrateurs des ateliers, un particulier, qui donc se mêle aussi de cette activité, déplore « La pauvre Nicole Loirin, presque aveugle, n'a d'autres ressources pour subsister que la filature. On vient de la réduire dans la peine en la mettant à 20 sols au lieu de 22. Il me semble que ce n'est pas dans le moment où les vivres sont hors de prix qu'on doit penser à réduire le salaire des ouvriers. » Alors, qu'est-ce qu'elles ont produit en faisant tout ça? Eh bien, des politiques économiques et des politiques de secours qui ont évolué en fonction de l'évolution des choix politiques des différents gouvernants. Alors, j'ai fait deux parties. Ah ouais, je veux bien tout vous merci. La vôtre. Avant Thermidor, quand je parle de Thermidor, c'est donc la chute de Robespierre et de ses amis, et après Thermidor. D'abord, avant Thermidor. Le comité de mendicité qui a été créé le 20 janvier 1990, qui était présidé par François de la Rochefoucauld-Liancourt, décrète que ceux dont les impôts sont inférieurs au salaire d'une journée de travail ont droit à une assistance immédiate. Et dans son rapport au comité de mendicité du 12 juin, il déclare « La misère des peuples est un tort des gouvernements » et il précise « On a toujours pensé à faire la charité aux pauvres et jamais à faire valoir des droits de l'homme pauvre sur la société et ceux de la société sur lui. » Une loi est adoptée le 25 mai 1791 qui établit que les conseils municipaux doivent se charger de l'assistance aux pauvres et constituer des commissions de bienfaisance qui permettent de définir la liste des personnes pauvres à secourir. Les listes dont je me suis servi pour établir le schéma que vous avez vu sur section d'observatoire. La loi du 25 décembre 1991 attribue des indemnités aux veuves des maris tués au siège de la Bastille. Le 2 octobre 1792, la Convention, élue le 20 septembre, décide de remplacer le comité de mendicité par un comité des secours. Et il faut noter que ce passage d'un comité à un autre n'est pas anodin. Et il s'agit d'un passage d'une conception à une autre sur la façon d'envisager les secours à donner. Le décret du 26 novembre 1992 accorde des secours aux pères, mères et enfants des citoyens soldats volontaires qui sont dans le besoin. Le décret du 19 mars 1793 impute les dépenses de secours au budget de l'État en établissant que l'assistance aux indigents doit être traitée comme une dette nationale et que l'argent doit être distribué en fonction du pourcentage de la population trop pauvre. Il y a des agences cantonales de créer pour superviser la distribution. Le 28 mars 1793, un décret instaure une commission centrale de bienfaisance de 48 membres, c'est-à-dire une personne, un représentant par section. Vient ensuite la loi et le rapport du 28 juin 1793.
L'article 1er affirme: les pères et mères qui n'ont pour toute ressource que le produit de leurs travaux ont droit au secours de la nation. Et le rapporteur insiste pour que ce besoin d'attribuer des secours le soit à domicile, en évacuant le fait de mettre les gens dans les hospices, mais qu'on doit leur offrir. Et il évite une administration, évidemment, à ses yeux, qui devient ruineuse. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est que cette loi du 28 juin 1793 instaure en fait une politique d'allocation familiale. Ouais, ça vient de là. En établissant le montant des secours à verser en fonction du nombre d'enfants et en créant une allocation spéciale pour les mères célibataires. Ce sera le consulat de Bonaparte qui va l'abolir en mars 1800, et qui disait: toute fille qui déclarera vouloir allaiter elle-même l'enfant dont elle sera enceinte et qui aura besoin des secours de la nation aura droit de les réclamer. On crée aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le congé maternité, avec la décision d'allouer à la mère, pour frais de couche, une somme de 18 livres et 12 livres pour une layette en faveur des mères qui allaiteront leurs enfants. Ensuite, le 11 mai 1994, c'est la loi de bienfaisance nationale qui indique que les mères d'enfants reconnus par le père mais non mariés jouiront de tous les bienfaits de la loi dus aux enfants, mères et veuves des défenseurs de la patrie. Et on trouve enfin la création d'un système de logement dans l'urgence des femmes démunies, avec un arrêté du 11 juillet 1994 du Comité de salut public, pour que les femmes arrivées sans ressources à Paris pour y chercher du travail soient logées et nourries dans chaque section pendant 3 jours, dans une maison désignée d'après la connaissance des mœurs et la probité du propriétaire. Vous avez ici un de ces bons de logement. Enfin, on aura une politique économique en lien avec tout ça, avec un arrêté le 18 juillet 1793 qui encadre l'achat des sacs de farine par les boulangers parisiens, c'est-à-dire ils ne vont plus avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. Le 26 juillet 1993, c'est la loi contre les accapareurs qui est adoptée, hein, les spéculateurs, pour aller, voilà, en forçant les producteurs et les commerçants à déclarer leur production et leur stock. Le département de Paris adopte une délibération sur le même sujet le 30 juillet, et le 29 septembre est adoptée la loi du maximum, qui donc empêche que des prix aillent au-delà de ce que a décidé la nation. Deuxièmement, on change d'orientation politique à partir de Thermidor. D'abord, des lois répressives. La fermeture des clubs parisiens qui avait été faite en octobre 1993 ne s'était pas traduite, vous l'avez vu, par la rentrée dans le rang des Parisiennes pauvres qui continuèrent de s'exprimer. Et elles l'ont fait, donc, en prairial, comme on l'a vu aussi. Mais dès le soir de leur action à l'Assemblée nationale, les mesures de répression vont tomber, et les femmes sont les premières visées. Interdiction de pénétrer dans les tribunes de la Convention, d'assister à toute assemblée politique. Le 23 mai 1995, c'est leur rassemblement dans la rue qui est interdit. La Convention thermidorienne décide: toutes les femmes se retireront jusqu'à autrement ordonné dans leur domicile respectif, sous peine d'être arrêtées. Allez mesdames, on rentre chez soi. Il y a aussi des mesures économiques et sociales qui sont prises avec l'abolition de la loi du maximum. Elle n'aura pas duré longtemps, cette loi, évidemment, qui a été une des remises en cause de choix politiques du pouvoir central. Pourtant, la question des subsistances restait une des préoccupations populaires. En décembre 1995, le pain se vendait 50 francs la livre en assignant, soit 7 sous la livre en numéraire. La fermeture provisoire de la Bourse de Paris le 15 décembre 1995 n'a pas supprimé l'agiotage, en l'occurrence la spéculation, sur un certain nombre de produits,
qui ont pu se faire puisque les deux lois contre les accapareurs et maximum ont été supprimées. Et enfin, troisièmement, on ferme les ateliers dont je vous parlais tout à l'heure, les 2 ateliers de filature qui avaient été ouverts pour ces femmes pauvres, on le ferme. Mais alors attention, on ferme les ateliers, mais on continue à faire travailler les femmes. Ah bah oui, il y a un décret qui est donc adopté le 20 juin 1995 qui décide donc la fermeture des ateliers avec comme argument le grand nombre d'individus de tous âges qu'ils réunissaient chaque jour, ayant dans plusieurs occasions donné lieu à des troubles et des désordres inquiétants pour la tranquillité publique, il est apparu convenable de supprimer le travail intérieur, c'est-à-dire dans les ateliers, et d'y substituer le travail à domicile. Il réunit tout à la fois l'avantage d'économiser sur le temps des fileuses, de leur épargner des courses journalières à des distances très éloignées, et d'éviter de grands rassemblements d'individus que la malveillance a quelquefois cherché à égarer. Donc, on les ferme, on met tout ce monde-là dans un seul atelier et on rend les locaux au couvent, hein, Récollet et Jacobin. Il y en avait 2. Hein. Vous avez ici celui des Récollets, celui qui est donc au nord de la Seine, avec une plaque ici qui est assez récente, ma foi, qui dit « Pendant la Révolution française, entre 90 et 95, le couvent des Récollets a été transformé en atelier de filature pour donner du travail aux femmes indigentes de Paris. » Ce regroupement s'effectue du travail, de tous les postes de travail, du travail à domicile, sauf pour l'épluchure du coton, parce que c'était quand même un travail très compliqué. Et cette épluchure, on va le confier aux femmes de plus de 60 ans, qui ne peuvent pas bouger, tout ça, considéré comme ça, évidemment. Et on va le... Voilà. Alors, on joint évidemment ce regroupement, enfin, c'est pas un regroupement, c'est-à-dire que oui, enfin, ce travail qu'on réunit en un seul paquet, je dirais, en faisant travailler les femmes à domicile, joint l'utile à l'agréable, si je puis dire. Parce que, à la fois, on fait des économies sur les sommes attribuées au secours à la population et on trouve des solutions contre l'organisation collective de l'action des ouvrières. Dans ce schéma, vous voyez l'inversion qui s'est produite donc entre 91 et 96 entre la part des matières premières et la part des salaires qui est à l'époque inversée. Donc, le lieu de travail disparaît, mais pas le travail ni les travailleuses. Ces éléments, en conclusion, indiquent que la séparation du public et du privé pour les femmes, qui s'organise au XIXe siècle, n'a pas été le résultat de la révolution, mais du danger constitué par l'intervention collective des femmes, la force de l'expression de leurs exigences à un moment donné. Les Parisiennes pauvres n'ont pas été invisibles de leurs contemporains durant la Révolution. Leur participation au processus révolutionnaire a suffisamment été remarquable pour, selon évidemment les différentes étapes de la Révolution et de ceux qui y exerçaient le pouvoir, soit produire des mesures favorables pour elles, soit évidemment pour s'y opposer. Leur visibilité historique reste encore cependant à développer, au-delà de quelques personnalités, car comme l'a écrit l'historienne Martine Lapierre, pour trouver les femmes, il faut les chercher, et c'est vrai qu'il a fallu quand même du temps pour que cela fasse l'objet de travaux scientifiques, avant que Michel Perrault ne vienne dans les années 70 ouvrir la voie de la recherche historique sur l'histoire des femmes. La visibilité de ces femmes dans l'histoire souffre autant de la structure patriarcale des mentalités et de l'organisation de la société d'après la Révolution que du rapport à la parole et au rôle du peuple dont elle constitue une part essentielle de son ombre et de sa force. C'est fini.